Dernier quart d'heure de Smart Bourse. Chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, le dernier vendredi du mois. C'est un rendez-vous de pédagogie économique avec Michel Remy, économiste associé de SPAC. Bonsoir Michel. Bonsoir, merci beaucoup d'être là pour décrypter le concept, alors le grand classique, même si je puis dire, du concept de niche fiscale. C'est un moment particulièrement approprié puisque le débat budgétaire est continu en France depuis quelques mois et quelques années maintenant et le retour du débat se porte à nouveau sur ces questions de niche fiscale. Oui, tout à fait. En fait, dès qu'il y a des problèmes budgétaires, systématiquement, les politiques ressortent les niches fiscales et souvent agrémentent leur discours. On va lutter et on va accompagner de la promesse de ne pas augmenter les taxes. On va baisser la dépense fiscale, c'est comme ça qu'on dit. Voilà. Et donc, du coup, tout le monde est content et puis on revient à chaque fois. Donc, voilà. Vous me dites le chiffre, là, c'est 467 niches fiscales aujourd'hui en France ? Oui. En 2024, il y a 467 niches fiscales qui représentent à peu près un manque à gagner à l'État pour 85 milliards d'euros. C'est de la dépense fiscale. Hein. Oui, c'est-à-dire, en fait, oui. Il faut bien. La niche fiscale, c'est une dépense fiscale, ça veut dire que l'État se prive, entre guillemets, de 85 milliards. Ça. Et ce qu'il faut, si on remet quelques chiffres, d'une certaine manière, ça représente à peu près un quart des recettes fiscales nettes. C'est 3% du PIB. Et par rapport à, on va dire, à l'impôt sur revenu rapporte, on va dire, 100 milliards. Et donc, on voit que c'est quand même quelque chose de relativement important. Mais aussi, le dernier truc, c'est que il faut aussi se rappeler que face à 460 niches fiscales, il y a 483 petites taxes, impôts, cotisations, etc. Donc c'est pour bien voir un peu ce que ça donne. Et sur ces 467 niches fiscales, il y a des effets de concentration très importants. Il y en a une poignée qui représente la plupart du manque à gagner fiscal pour l'État français. C'est ça, Tout à fait. Il y a à peu près les 15 principales niches fiscales représentent à peu près 50%, c'est-à-dire à peu près 42 milliards des dépenses fiscales de l'État, alors que 50% des niches fiscales coûtent, on va dire, moins de 10 millions d'euros à l'État. Donc on voit qu'il y a vraiment une concentration, et concentration au niveau aussi, on va dire, dans une certaine mesure, des bénéficiaires. Parce qu'en fait, il y en a qui ont des niches qui sont, on va dire, inefficaces dans la mesure où elles concernent à peu près moins d'une centaine de bénéficiaires. Okay, ça, c'est du sur-mesure, quoi. Voilà. C'est de la niche fiscale historique qu'on a designé à un moment sur mesure parce que le contexte faisait... Exactement. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est l'illustration d'une économie, on va dire, de la situation économique. Puis il y en a qui touchent beaucoup plus. Donc c'est les plus coûteuses. C'est par exemple l'emploi d'un salarié à domicile, ça fait un peu moins de 5 millions de foyers. Et puis alors là, c'est aussi paradoxal que cela. Eh bien, on ne connaît pas parfois le nombre de bénéficiaires et il paraît que ça touche à peu près 200 niches. Donc on voit que c'est quand même assez un aspect un peu particulier. Bon, et rappelons-le au passage, la France, parmi les pays du G7, est le pays champion, bien sûr, on peut ne pas être le des niches fiscales. L'ingénierie fiscale française n'a pas de limite. Alors, on a oublié de dire, mais c'est pas un concept nouveau, les niches fiscales. Oui. Ça existe, c'est aussi vieux que le monde des mondes, oui, Michel. Tout à fait, parce qu'en fait, dès la Rome antique, on voit qu'il y avait un système équivalent, et ça nécessitait en fait d'alléger les finances publiques, et donc, nous, on fait des investissements dans divers aspects. Eux, c'était pour, on va dire, l'entretien d'une route ou d'un aqueduc. Et puis, ça permettait aux plus fortunés d'alléger leur pression fiscale et de participer à la vie de la société. Bon, donc, alors, c'est quelque chose, c'est pas nouveau, c'est pas français, c'est... Oui. Tout le monde a trouvé la même chose. C'est partagé aujourd'hui par beaucoup de pays sur la planète. Concrètement, du coup, qu'est-ce que c'est qu'une niche fiscale ? Comment ça marche du point de vue fiscal, justement. Alors, une niche fiscale, c'est un dispositif, en fait, qui a été créé pour inciter des comportements vertueux. Qui bénéficient à l'ensemble de l'économie de la société. Et par exemple, on va inciter à investir dans certains secteurs stratégiques, comme l'immobilier, comme éventuellement la transition écologique, voire les PME. Ou par exemple aussi, alléger la charge fiscale de certains foyers en soutenant par exemple les emplois à domicile, en faisant des dons, etc. etc. Donc,
Et en contrepartie de cet investissement, cette prestation sociale, eh bien, les contribuables qui sont concernés bénéficient d'avantages fiscaux et qui peuvent prendre la forme soit de réduction d'impôt, soit de crédit d'impôt, soit éventuellement de déduction du revenu imposable. Et c'est le cas, par exemple, pour les ménages, c'est le crédit d'impôt pour, du moins, un abattement sur les revenus sur les frais professionnels des salariés, ou pour les entreprises, eh bien, c'est, je dirais, le crédit impôt recherche, où on a le taux de crédit d'impôt, et on ne va pas faire la fiscalité, mais il est de 50% pour la partie inférieure à 100 millions et de 5% pour la partie supérieure à 100 millions d'euros. Avantages et inconvénients des niches fiscales, Michel. Avantages pour commencer. Oui, en fait, c'est du nudge, hein. C'est ce que vous dites. Hein. Il y a un côté, voilà. C'est bien fit, on va dire. Ouais. En fait, bien sûr, c'est l'avantage fiscal. Ces niches permettent de diminuer la charge fiscale de manière significative parfois. Et puis, il y a aussi une façon, et là, c'est pas souvent dit, c'est une optimisation fiscale pour ceux qui peuvent en bénéficier. Eh bien, ils diversifient leur patrimoine en réduisant l'impôt. Et puis, en même temps aussi, il y a des niches qui favorisent les actions sociales avec l'emploi à domicile, tout en allégeant, on va dire, la charge fiscale des familles. Et donc, c'est ça qui est important, c'est dire qu'il y a certains désavantages, et c'est ce qui est très important de mettre en exergue. Face à cela, quels sont les inconvénients que vous avez recensés ? Alors, bien sûr, le plafonnement, on ne peut pas, on va dire, le faire à grande hauteur. C'est limité à 10 000 euros. Et puis, les inconvénients, c'est la complexité administrative. Faut pas, on est français, il ne faut pas oublier. Et donc, bénéficier des niches nécessite de respecter certains critères spécifiques, de mener les papiers qui conviennent, etc., etc. Et puis, ce qui est aussi, c'est parfois, il y a la modification fréquente, les dispositifs sont régulièrement revus, et donc on n'amène pas une certaine stabilité, une certaine sérénité pour les personnes qui en bénéficient. Et puis, aussi, eh bien, c'est limité pour certains, puisque eh bien, ça bénéficie aux riches, mais pas aux pauvres. Et donc, ceux qui n'ont pas d'impôt, je dirais, à payer ou à faible niveau, ne peuvent pas en bénéficier à due proportion. Ouais. Donc, c'est ça qui est important. Est-ce que toutes les niches fiscales, dans la manière dont elles sont designées, se valent ou pas, Michel ? Alors en fait, on va avoir deux types de niches. Les niches verticales, qui en fait sont des dispositifs qui vont être spécifiquement orientés vers un secteur d'activité, alors que ce soit économique, sociétal ou environnemental, ou une catégorie de dépenses. Par exemple, c'est celles qui sont destinées à favoriser l'investissement dans l'immobilier, l'emploi à domicile ou les dons, etc. Et puis il y a les niches horizontales. Elles, eh bien, ce sont des avantages fiscaux dont certains contribuables bénéficient, mais sans rien faire. Et c'est, par exemple, l'exonération des intérêts produits par un livret d'épargne. Donc, c'est le livret A. Donc, on ne fait rien, mais on a exonéré. C'est ça. Ouais. Et c'est ça qui est important, c'est que on a des différentes niches, mais elles se caractérisent pour divers aspects, et c'est important là-dessus. Bon, le top 3 des niches fiscales les plus coûteuses, Michel ? Alors, les plus coûteuses, c'est en fait celles qui... parce que coûteuses, c'est celles qu'il faut bien comprendre, c'est celles qui, en grand, on va dire, qui entraînent le plus grand manque à gagner. C'est ça. Voilà, c'est la plus grande dépense fiscale de l'État, et donc le plus grand manque à gagner pour l'État. Alors, le premier, c'est le crédit impôt recherche pour les entreprises, parce que de manière générale, on veut attirer des entreprises en France, parce que par derrière, il y a un effet d'entraînement au niveau de l'emploi, etc. Et donc, pour attirer, on fait le crédit d'impôt recherche. Et c'est la niche la plus coûteuse, puisqu'elle coûte en gros à peu près 8 milliards en 2024. Et c'est important pour la recherche et développement. C'est généralement utilisé pour les grandes entreprises, mais souvent, cet impôt est critiqué pour ses effets d'aubaine. Et souvent, on dit que ça coûte cher et son efficacité n'est pas aussi bien, je dirais, aussi élevée qu'on peut s'attendre, puisqu'on ne sait pas trop si il y a un vrai calcul qui se fait. Puis le deuxième, c'est le crédit impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Ça peut être jardinage, ménage,
etc. Et là, ça coûte à peu près 7 milliards et il y a à peu près 4,7 millions de foyers fiscaux qui en bénéficient, donc c'est important. Et puis le dernier, qui est actuellement débattu, c'est l'abattement des 10% qui est appliqué pour les pensions et retraites, et ça représente à peu près 5 milliards. Alors, rapidement, un petit chiffre, oui. C'est qu'il y a à peu près 15 millions de retraités, et le poids annuel des retraites, c'est à peu près 400 milliards d'euros. Hein. Donc, il faut voir un peu ce que ça donne. Et en fait, cet abattement a été mis en place pour Raymond Barre dans les années 70, parce que justement, on voulait, à l'époque, les retraités avaient moins de revenus, et donc on a dit on va leur faire bénéficier pour notamment payer les frais de santé à l'époque. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que tous les retraités n'en bénéficient pas, puisque c'est en gros un retraité sur deux qui en bénéficie, et donc qui, si on supprime, vont voir leur impôt augmenter. Augmenter, ouais. Et donc c'est ça qui est important de voir, c'est pas de dire oui, l'abattement des retraités, pour certains retraités. Quelles sont les niches les moins efficaces ? Alors, moins efficace, ça veut dire celles où on a qui en bénéficient. D'accord. C'est ça qui est important de voir. Qui couvre le spectre le plus réduit possible, le plus réduit, quoi. Voilà. D'accord. Donc, en gros, on estime qu'il y a à peu près 70 niches qui comptent moins de 100 bénéficiaires, et ça coûte à peu près 2,3 milliards par an. Effectivement, ouais. Donc, elles sont inefficaces parce que, en fait, on les a créées à un moment de la société, à un moment de l'économie, et donc souvent c'est le reflet d'une économie d'il y a 10, 15, 20 ans. Et par exemple, on a la déduction exceptionnelle en faveur des simulateurs d'apprentissage de la conduite. Ça concerne que 26 entreprises. Ou éventuellement, il y a le crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque, c'est 32 entreprises. Donc, dans ce contexte, eh bien, la Cour des comptes a dit, bon, c'est sympa, mais est-ce pertinent, on va dire. C'est plus contemporain. Voilà. Et donc, elle juge que ça serait bien de rationaliser, de simplifier certaines niches, et donc pour justement, on va dire, pas faire des usines à gaz pour rien du tout. On verra où cet énième débat budgétaire autour des niches fiscales nous mène en France. Un dernier mot, Michel, pourquoi est-ce qu'on a instauré ce plafond des niches fiscales ? On ne peut pas bénéficier de plus de 10 000 € d'abattement fiscal sur un an. Hein. Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est qu'on ne voulait pas que les ménages les plus fortunés puissent optimiser également les niches fiscales, et donc en fait on a dit bien on va leur limiter à 10%, et donc comme vous l'avez dit, c'est 10 000 €, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le plafond des niches fiscales ne touche pas aux avantages fiscaux liés à la situation personnelle. C'est notamment la déduction pour des pensions alimentaires, c'est également aussi la réduction d'impôt pour le versement d'une prestation. Ça vient en supplément. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc c'est ça qui est important, c'est qu'on essaye quand même d'avoir une équité fiscale, de dire ben voilà, ce qu'il faut bien sentir dans la notion de niche fiscale, c'est que l'État a estimé que ça lui coûterait beaucoup plus cher de mettre en œuvre, et donc il dit j'investis moins, mais je fais bénéficier à certains ménages ou contribuables au niveau fiscal de cette somme. Tout sur les niches fiscales avec Michel Rumi, économiste associé de SPAC. Merci beaucoup Michel. Merci. Avec nous chaque mois dans Smart Bourse pour un décryptage économique. Smart Bourse vous a été présenté par Silex. Conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.